Les Hells Angels sont censés être des gamins cool, couverts de tatouages et de nombreux patchs de motards. Mais ces accusés vous feront comprendre pourquoi on les appelle les Hell Angels, en raison du genre d'enfer qu'ils sont capables de faire pleuvoir sur les personnes qui croisent leur chemin à tort et à travers. Voyons comment cela va se terminer pour eux. Joseph Lancia. Joseph Lancia, président du chapitre de Rhode Island du Hells Angels Motorcycle Club, n'était pas étranger à la controverse. Connu pour sa forte présence et son influence au sein du célèbre club de motards, le nom de Lancia est souvent associé à diverses activités criminelles. Cependant, rien n'aurait pu préparer la communauté aux événements qui se sont déroulés un jour apparemment ordinaire de juin 29. Le clubhouse des Hells Angels à Providence, Rhode Island, était une sorte de forteresse, un lieu où les membres se réunissaient et élaborèrent des stratégies. En ce jour fatidique, Richard Starnino, un homme qui aurait des liens avec un groupe rival, s'est dirigé vers le clubhouse au volant de son camion. La tension entre les Hells Angels et Starnino couvait depuis un certain temps, les deux parties se livrant à une série d'affrontements et de menaces. Alors que le camion de Starnino s'approche du clubhouse, l'atmosphère se charge d'impatience. Les membres des Hells Angels observent attentivement le véhicule. Soudain, sans aucune provocation apparente, Joseph Lancia sort du clubhouse, une arme à feu à la main. La scène qui s'ensuit est tout simplement chaotique. Lancia pointe son arme sur le camion et appuie sur la gâchette. Le bruit du coup de feu résonne dans les rues. La balle frappe le camion, provoquant immédiatement la panique et la confusion. La police a réagi rapidement, arrivant sur les lieux en quelques minutes. Elle a effectué une descente spectaculaire dans le club pendant la journée. Lancia a été arrêté sur place et les autorités ont lancé une enquête approfondie sur l'incident. Les preuves à l'encontre de Lancia étaient accablantes, les vidéos de surveillance ayant filmé l'ensemble de la fusillade. La vidéo montrait les actions délibérées de Lancia, ne laissant aucune place au doute quant à son implication. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de nouveaux détails sur le motif de la fusillade ont commencé à émerger. La querelle entre les Hells Angels et Starnino a été considérée comme le catalyseur de la confrontation violente. La fusillade a été interprétée comme un message, une démonstration de la volonté des Hells Angels d'aller jusqu'au bout pour protéger leur territoire et affirmer leur domination. Le procès de Joseph Lancia devient le point focal de l'attention publique, attirant une couverture médiatique intense et suscitant un large débat. La salle d'audience est remplie de spectateurs, de journalistes et de membres des Hells Angels, tous désireux d'assister au drame qui se déroule. L'accusation a présenté un dossier convaincant, étayé par des images de surveillance accablantes qui montrent le moment où Lancia a tiré sur le camion de Richard Starnino. L'équipe de défense de Lancia a soutenu qu'il avait agi en état de légitime défense, affirmant que Starnino avait fait des gestes menaçants à son égard. Ils ont brossé le tableau d'un homme qui s'est senti acculé et qui a réagi par crainte pour sa sécurité. Toutefois, l'accusation a répliqué par des témoignages qui décrivent les actions de Lancia comme délibérées et non provoquées. Les preuves vidéo étaient irréfutables, montrant Lancia en train de viser et de tirer calmement avec son arme. Il a choisi de poursuivre son procès sans accepter d'accord de la part de la police. Lancia doit revenir devant le tribunal le 18 février pour commencer sa peine de prison. La juge de la Cour supérieure, Christine Rogers, lui a adressé un sévère avertissement. Dans le cas contraire, Lancia devra purger une peine de 18 ans derrière les barreaux. Tout au long du procès, Lancia n'a montré aucune émotion ni aucun remords. C'est peut-être parce que le palais de justice était rempli de dizaines d'anges de l'enfer. Après plusieurs jours de délibération, le verdict est enfin tombé. Joseph Lancia a été reconnu coupable d'agression à l'aide d'une arme dangereuse et d'avoir déchargé une arme à feu dans une zone compacte. Le juge, d'un ton sévère, a condamné Lancia à une peine d'emprisonnement de 5 ans, envoyant ainsi un message clair qu'un tel comportement imprudent ne serait pas toléré. Le juge a également veillé à ce que Lancia et Starnino n'aient aucun contact le plus longtemps possible. Ensuite, prenez place au tribunal de district du comté de Douglas, car le prochain accusé est sur le point de comparaître pour meurtre. Jay Witt. L'affaire suivante commence par une nuit fatidique au club de motards des Hells Angels, situé à l'angle de la 27e et de la G Street. Le 14 juillet 23, le clubhouse, habituellement un lieu de camaraderie et de réjouissance, est devenu la scène d'un crime effrayant. William Furlong, un homme de 48 ans, est retrouvé sans vie, face contre terre, près du bar. La découverte a été faite par un détective qui a témoigné plus tard devant le tribunal, brossant un tableau sinistre de la scène qui allait ouvrir la voie à un procès sensationnel. La vidéo de surveillance à l'extérieur du clubhouse montre un homme que l'on croit être Witt et sa petite amie, Tammy Kozak, entrant vers 2h15. L'arrivée du couple semble d'abord anodine, mais la nuit va prendre une tournure sombre. Furlong est arrivé au clubhouse juste avant 5h du matin, sans se douter de la rencontre fatale qui l'attendait.
La vidéo montre un homme que l'on pense être Witt et Kozak quitter le clubhouse vers 9h30, mais pas les mains vides. Ils portaient un sac en plastique et Witt a été vu en train d'essuyer la porte et les poignées de porte avec des serviettes pour tenter d'effacer toute trace de leur présence. Le couple est ensuite parti à bord d'une Chevrolet Cruze immatriculée en Virginie. La tension règne dans la salle d'audience alors que les inspecteurs et les témoins se succèdent à la barre pour raconter les événements de cette nuit-là. Un détective a témoigné de la découverte du corps de Furlong, décrivant en détail la scène effrayante. Un autre détective a apporté un témoignage crucial sur les images de surveillance, identifiant Witt et Kozak comme les personnes vues entrant et sortant du clubhouse. Tammy Kozak, identifiée au tribunal, a été accusée de falsification de preuves et de complicité. Elle était déjà détenue à la prison du comté de Potawatomi pour des faits sans rapport avec l'affaire. Lors d'un entretien révélateur avec les autorités, un sergent de police a déclaré que Kozak avait admis avoir été réveillé par Witt, qui lui avait dit qu'il s'était disputé avec un frère. Witt l'a prévenu qu'elle verrait un corps en descendant, prélude glaçant à la découverte de la forme sans vie de Furlong. Le témoignage du sergent a également révélé qu'après avoir quitté le clubhouse, Witt et Kozak se sont arrêtés dans une station-service avant de se rendre à Harlan, dans l'Iowa. Près de 2 semaines après l'émission d'un mandat d'arrêt, Witt a finalement été appréhendé, apportant un sentiment de soulagement à une communauté ébranlée par ce crime brutal. Au fur et à mesure que le procès se déroulait, la salle d'audience était saisie par les détails choquants de l'affaire. Witt était accusé de meurtre au second degré et d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un crime, accusation qui allait finalement conduire à sa condamnation et à une peine de 30 ans de prison. Au début de la procédure, l'accusation a présenté un dossier convaincant contre Witt, qui était accusé de meurtre au second degré et d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un crime. La salle d'audience était remplie de spectateurs, tous impatients de connaître les détails du crime choquant qui avait ébranlé leur communauté. Les dépositions des témoins ont donné plus de poids au dossier de l'accusation. Les inspecteurs ont raconté la découverte du corps de Furlong, gisant face contre terre près du bar du clubhouse. Le témoignage du sergent de police qui a interrogé Kozak a été particulièrement révélateur. Kozak a admis que Witt l'avait réveillé en lui disant qu'il s'était battu avec un frère et en l'avertissant qu'elle verrait un corps lorsqu'elle descendrait. Jay Witt a été reconnu coupable de meurtre au second degré et d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un crime. Le juge a prononcé une peine de 30 ans, une décision qui a apporté un sentiment de justice à la famille et aux amis de William Furlong. Cependant, l'histoire ne s'est pas arrêtée à la condamnation de Witt. Alors qu'il purgeait sa peine de 30 à 40 ans au pénitencier de l'État du Nebraska, la vie de Witt a pris un nouveau tournant inattendu. Le département des services correctionnels du Nebraska a annoncé que Witt était décédé alors qu'il était soigné pour un problème médical. La cause du décès est restée indéterminée. Ensuite, nous allons assister à la condamnation d'Adam Hall, qui a assassiné 3 personnes pour les empêcher de témoigner contre lui au tribunal. Adam Lee Hall. Le procès d'Adam Lee Hall a été un événement très médiatisé. Les débats, qui se sont déroulés devant la Cour supérieure de Hamden, ont été intenses et chargés d'émotions. Hall, âgé de 36 ans, devait répondre de 3 chefs d'accusation pour meurtre, ainsi que d'enlèvement et d'intimidation de témoins. David Glasser était la cible principale. Les procureurs ont présenté un dossier convaincant contre Hall. Ils ont expliqué comment Hall avait orchestré les meurtres pour faire taire David Glasser, qui devait témoigner contre lui au tribunal. Les amis de Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, ont été des spectateurs malheureux. Ils étaient avec Glasser au moment des faits et ont été tués pour éliminer tout témoin potentiel. 2 ans plus tôt, Adam Lee Hall, membre haut placé du chapitre du Massachusetts des Hells Angels, avait attiré Glasser chez lui et l'avait frappé avec une batte de baseball, soupçonnant Glasser d'avoir volé un carburateur. Glasser s'est rendu à la police, ce qui a conduit à l'arrestation de Hall, accusé d'agression, de drogue et d'armes à feu. Hall devait comparaître devant le tribunal en septembre 27 et Glasser devait témoigner contre lui. Mais Glasser, Frampton et Chadwell ne se rendront jamais au tribunal. Une fois la tempête passée, Les, le frère de Robert Chadwell, et Erin Forbush, l'assistante sociale de Madame Frampton, ont remarqué que quelque chose n'allait pas. La maison était vide, le camion de Glasser était toujours dans l'allée, et les médicaments et le portefeuille de Frampton avaient été oubliés. Les 3 hommes ont été portés disparus. Monsieur Frampton, décrit comme souffrant d'un handicap mental léger, était un homme actif qui jouait au basketball et participait aux Jeux olympiques spéciaux. Il était également un défenseur des personnes handicapées. Chadwell, un bon ami de Frampton et de Glasser, avait été conseiller auprès d'adolescents ayant des problèmes de drogue et d'alcool. Glasser était un homme à tout faire populaire, qui aimait le rock et jouait de la batterie. Comme Frampton, il souffre de certains handicaps mentaux et physiques.
Mais Glasser avait un problème qui allait mettre leur vie à tous les trois en danger. 11 jours plus tard, les corps de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell ont été retrouvés démembrés, enveloppés dans des sacs en plastique et enterrés dans une fosse. Les autopsies ont révélé qu'ils avaient été torturés, éviscérés et tués par balle. La police pensait que Glasser était la cible principale et que les deux autres s'étaient simplement trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. L'affaire a rapidement attiré l'attention des médias et la petite ville de Pittsfield s'est retrouvée sous les feux de la rampe. La brutalité des meurtres et l'implication d'un membre haut placé des Hells Angels ont fait de cette affaire l'une des plus sensationnelles de l'histoire récente. Les preuves contre Hall étaient essentiellement circonstancielles, mais elles étaient accablantes. 2 des co-accusés de Hall ont témoigné que ce dernier avait planifié les meurtres. Leur témoignage dresse le portrait d'un individu froid et calculateur qui ne recule devant rien pour se protéger. Un autre homme, accusé de complicité, a admis avoir aidé à se débarrasser des corps par crainte de Hall. Malgré l'absence de preuves matérielles établissant un lien direct entre Hall et les meurtres, les témoignages de ces co-accusés ont été très convaincants. Ils ont décrit avec des détails effrayants comment Hall avait planifié et exécuté les meurtres, ne laissant aucune place au doute quant à son implication. L'avocat de la défense de M. Hall, Alan Black, a fait valoir qu'il n'y avait pas de preuves physiques permettant de relier M. Hall à la scène de crime. Il a souligné l'absence d'ADN, d'empreintes digitales ou d'autres preuves médico-légales permettant d'établir un lien entre Hall et les meurtres. Black a soutenu que les témoignages des co-accusés n'étaient pas fiables, compte tenu de leur propre implication dans les crimes et de leur motivation potentielle pour rejeter la responsabilité sur Hall. Les arguments de la défense n'ont cependant pas réussi à convaincre le jury. Les témoignages émouvants des familles des victimes et les récits détaillés des co-accusés étaient trop convaincants pour être ignorés. Le jury a déclaré Adam Lee Hall coupable de tous les chefs d'accusation. Les suites du procès ont été un mélange de soulagement et de tristesse pour les familles des victimes et la communauté. Le jour de la sentence, Adam Lee Hall a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une décision qui a apporté un sentiment de justice, mais qui a également souligné la perte irréversible subie par les familles des victimes. Carol Chadwell Smith, la sœur de Robert Chadwell, a exprimé son soulagement à l'extérieur du palais de justice. « Je suis heureuse que tout cela soit terminé. Ces 2 années ont été longues, a-t-elle déclaré, la voix teintée à la fois de tristesse et de soulagement. La charge émotionnelle du procès a été immense, mais le verdict et la condamnation ont permis de tourner la page. Le procureur David Capeless a salué les efforts inlassables des forces de l'ordre et de l'équipe juridique. Un grand nombre de personnes ont fourni une quantité de travail incroyable et ont fait un excellent travail. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour déterminer non seulement si Adam Hall a commis le crime, mais aussi si quelqu'un d'autre aurait pu le faire, a-t-il déclaré. Après la condamnation d'Adams Lee Hall, l'un des complices du triple meurtre de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, a également été condamné par le tribunal. Caius Veiovis, David Chalut, qui serait membre de la fraternité arienne, David Casey, un conducteur de pelleteuse de New York, et Caius Domitius Veiovis. Veiovis, qui s'appelait à l'origine Roy C. Gutfinski Jr., a légalement changé de nom en 2008. Il prétendait être un vampire et vénérer Satan. Son apparence bizarre, avec des tatouages faciaux, des implants sous-cutanés ressemblant à des cornes, des dents aiguisées et une langue fendue, a fait de lui une sensation médiatique internationale. La police a rassemblé les détails macabres. Hall, Chalut et Veiovis avaient enlevé les 3 hommes, les avaient torturés et finalement tués pour empêcher Glasser de témoigner. Casey, le conducteur de la pelleteuse, a aidé à enterrer les corps. Caius Veiovis était le dernier des 4 complices à être jugé. Adam Lee Hall et David Chalut avaient déjà été reconnus coupables de 3 chefs d'accusation pour meurtre, enlèvement et intimidation de témoins, et condamnés à la réclusion à perpétuité. David Casey, qui a aidé à enterrer les corps, a plaidé coupable de complicité et a été condamné à une peine de prison en échange de son témoignage. Le procès de Veiovis s'est ouvert en septembre 2014. Il a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation et sa défense a été étonnamment solide. Aucune preuve matérielle ne le relie au crime et aucune des armes utilisées n'a jamais été retrouvée. Les témoins de l'accusation dans les affaires Hall et Chalut ont déclaré que Veiovis n'était présent lors d'aucun des événements incriminés. La petite amie actuelle de Veiovis a même fourni un alibi pour la nuit des meurtres. Malgré cela, l'accusation a présenté des preuves de sang trouvées dans la voiture de Veiovis, bien qu'il n'ait pas été possible de le relier de manière concluante aux victimes. Elle a également présenté des couteaux, des machettes et des diagrammes de dissection humaine trouvés dans l'appartement de Veiovis, arguant qu'il aimait vraiment les torturer et les découper.
Maman n'y était pas. Lors de la déclaration de la victime, les membres de la famille concernée souhaitaient que le jury condamne Vejović à la prison à vie. Après 37 heures de délibération réparties sur 6 jours, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Malgré une défense solide, Vejović a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À l'énoncé du verdict, M. Vejović a fait irruption dans la salle d'audience en criant « En vertu de la loi du Massachusetts, il a été condamné à une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. » Lors de sa condamnation, il a insisté sur son innocence et sur le fait qu'il n'y avait pas de preuves précises permettant de le relier aux 3 meurtres. Il a également expliqué qu'il avait refusé toutes les propositions de réduction de peine que la police lui avait faites. Il a expliqué qu'il préférait passer sa vie en prison plutôt que d'admettre un crime qu'il n'avait pas commis. En 27 ans, Vejović a fait appel devant la Cour suprême de l'État, mais sa condamnation a été confirmée. Vient ensuite le cas de Stephen Sanders, un ancien dirigeant du chapitre de San Diego du club de motards Hells Angels, que la justice a fini par rattraper. Stephen Sanders. Stephen Sanders, âgé de 44 ans, a été condamné à 25 ans de prison, ce qui témoigne de la gravité de ses actes. La liste de ses crimes est longue et profondément troublante, car il agissait avec un mépris flagrant de la loi et de la vie humaine. Les activités criminelles de Sanders comprennent l'enlèvement, l'agression avec force, le vol et la sollicitation de meurtre. Il ne s'agit pas de délits mineurs, mais de crimes graves qui ont eu un impact profond sur les victimes et la communauté dans son ensemble. L'un des aspects les plus choquants de la carrière criminelle de Sanders est sa participation à des enlèvements. Il a admis avoir enlevé 2 personnes pour le compte d'un gang de rue, un crime qui a traumatisé les victimes et plongé la communauté dans la peur. En mars 22, Sanders a été condamné pour sollicitation de meurtre. Les procureurs ont révélé qu'il avait tenté de faire tuer des témoins et des enquêteurs dans le cadre d'une affaire d'enlèvement et de torture en cours contre lui. Les tactiques de peur et d'intimidation utilisées par Sanders et ses associés ont créé une atmosphère de terreur qui a empêché les victimes et les témoins de se manifester. En avril, Sanders a plaidé coupable à des accusations d'agression avec une arme mortelle. Cette accusation était liée à une violente attaque contre des fêtards à Pacific Beach, un quartier populaire connu pour sa vie nocturne animée. L'attaque a fait plusieurs blessés et a ébranlé la communauté. Les habitants de Pacific Beach et des environs se sont interrogés sur leur sécurité, sachant que des individus aussi violents opérèrent parmi eux. Le club de motards Hells Angels, sous la direction de Sanders, s'est engagé dans des activités qui menacèrent la paix et la sécurité de la communauté. La crainte de représailles et d'autres actes de violence était omniprésente et affectait la vie quotidienne des habitants. Le procureur Bonnie Dumanis a souligné l'importance de la condamnation de Sanders, qui constitue une victoire pour les forces de l'ordre et la communauté. Elle a déclaré « Ces dernières années-ci, cet accusé a commis une série de crimes violents à l'encontre des citoyens de San Diego. Alors qu'il était poursuivi dans une affaire d'enlèvement et de destruction, il a conspiré pour assassiner des personnes qui jouaient un rôle clé dans l'affaire qui l'opposait à la police. Notre bureau a démantelé ses plans visant à faire tuer des témoins et des agents des forces de l'ordre en le tenant pour responsable de ces actes. » Les procédures judiciaires engagées contre Stephen Sanders ont été aussi intenses et spectaculaires que ses activités criminelles. Le dossier contre Sanders a été minutieusement constitué par le bureau du procureur et la Drug Enforcement Administration, qui ont travaillé sans relâche pour le traduire en justice. En mars 22, Sanders a été reconnu coupable de sollicitation de meurtre. Les procureurs ont présenté des preuves que Sanders avait tenté d'orchestrer les meurtres de témoins et d'enquêteurs impliqués dans une affaire d'enlèvement et de torture en cours contre lui. Cette révélation a marqué un tournant dans l'affaire, en montrant jusqu'où Sanders était prêt à aller pour échapper à la justice. L'accusation a soutenu que les actions de Sanders n'étaient pas seulement criminelles, mais qu'elles constituaient également une attaque directe contre le système judiciaire lui-même. En avril, M. Sanders a plaidé coupable d'agression avec une arme mortelle, une accusation qui découle d'une violente attaque contre des fêtards à Pacific Beach. Ce plaidoyer faisait partie d'une stratégie plus large de l'équipe de défense de Sanders visant à atténuer la possibilité d'une peine encore plus sévère. En juin, Sanders avait également plaidé coupable d'enlèvement et d'avoir commis des crimes au profit d'un gang de rue criminel. Au cours de la phase de détermination de la peine, M. Sanders s'est adressé à la Cour, affirmant qu'il s'était senti contraint de plaider coupable en raison de la longue peine à laquelle il s'exposait s'il était condamné au cours du procès. Bien qu'il ait admis sa culpabilité, Sanders a maintenu qu'il n'avait jamais reconnu les Hells Angels comme un gang de rue criminel. Son avocat a tenté de retirer le plaidoyer de culpabilité, citant de nouveaux témoignages qui pourraient potentiellement disculper Sanders. Cependant, le juge chargé de la détermination de la peine a rejeté cette requête, déclarant que les preuves contre Sanders étaient accablantes et que son plaidoyer de culpabilité avait été fait volontairement.
Le procureur Bonnie Dumanis a souligné l'importance de la condamnation de Sanders. Elle a déclaré « Ces dernières années, cet accusé a commis une série de crimes violents à l'encontre des citoyens de San Diego. Alors qu'il était poursuivi dans une affaire d'enlèvement et de destruction, il a conspiré pour assassiner des personnes qui jouaient un rôle clé dans l'affaire qui l'opposait à la justice. Notre bureau a démantelé ses plans visant à faire tuer des témoins et des agents des forces de l'ordre en le tenant pour responsable de ces actes. Sanders a été condamné à 25 ans de prison d'État, une peine qui reflète la gravité de ses crimes. Cliquez sur l'une des cartes à l'écran pour voir d'autres vidéos de ce type. Je vous reverrai tous en enfer, vous vous en souvenez. Chacun d'entre vous, je vous verrai en enfer. Nous sommes dans la ville de Springfield, où nous nous plongeons dans les détails horribles du procès pour triple meurtre dans le Berkshire qui a bouleversé la nation. Caius Veiovis, membre de Hells Angels, et ses complices sont accusés de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'intimidation de témoins. Le procès, qui s'est déroulé devant la Cour supérieure de Hampden, a révélé les actes horribles commis par Veiovis et ses complices. Il a été accusé de meurtre au premier degré, d'intimidation de témoins et d'enlèvement. Dans les bas-fonds de Pittsfield, dans le Massachusetts, une série de crimes odieux a été commise, qui a marqué à jamais la communauté. Le nom qui allait devenir synonyme de terreur et de brutalité était celui de Caius Veiovis. Voici l'histoire glaçante de ces crimes et des événements choquants qui ont conduit à sa condamnation. Tout a commencé à l'été 2011, lorsque 3 hommes, David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Leur disparition soudaine a provoqué une onde de choc au sein d'une communauté très unie, laissant les amis et les familles désespérément à la recherche de réponses. Au fil des jours et des semaines, la vérité sur leur sort s'est lentement dévoilée. Il s'est avéré que ces 3 âmes innocentes avaient été victimes d'un trio de membres du Hells Angels Club au sang-froid, dirigé par nul autre que Caius Veiovis lui-même. La chronologie des événements qui ont conduit à la découverte macabre de leur corps démembré à Beckett est un témoignage effrayant de la profondeur de la dépravation humaine. Aux premières heures du 28 août 2011, Veiovis, accompagné de ses complices Adam Lee Hall et David Chalus, s'est rendu au domicile d'Edward Frampton à Pittsfield. Sous le couvert de l'obscurité, ils ont enlevé de force Glasser, Frampton et Chadwell, les arrachant à leur vie et les plongeant dans un cauchemar dont ils ne se réveilleraient jamais. Les victimes, qui ne se doutaient de rien, ont ensuite été transportées dans un lieu tenu secret où elles ont connu une fin tragique. Alors que les jours se transforment en nuit, les familles des hommes disparus se retrouvent dans un état d'incertitude angoissant. Leurs pires craintes se sont confirmées lorsque les corps de Glasser, Frampton et Chadwell ont été découverts dans une zone isolée de Beckett, démembrés de façon horrible. L'onde de choc s'est répercutée dans toute la communauté, laissant les habitants dans un état d'incrédulité. Comment des actes aussi inqualifiables ont-ils pu être commis dans leur propre jardin? La réponse se trouve dans les esprits tordus de Veiovis, Hall et Chalus, qui ont orchestré ce complot macabre avec une précision qui fait froid dans le dos. L'enquête sur le triple meurtre de Berkshire a rapidement pris de l'ampleur, les forces de l'ordre travaillant sans relâche pour traduire les auteurs en justice. L'affaire a finalement été renvoyée devant la Cour supérieure de Hampden, les avocats de la défense ayant fait valoir que la grande publicité faite autour du comté de Berkshire entraverait la sélection d'un jury impartial. Le Commonwealth n'a jamais été en mesure de trouver la scène de ces meurtres. Par conséquent, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de preuves ou de témoignages reliant M. Veiovis au lieu où ces crimes ont été commis. Le procès qui a suivi a été un voyage éprouvant dans les profondeurs de la noirceur humaine. L'accusation a méticuleusement présenté les preuves à l'encontre de Veiovis, Hall et Chalus, brossant un tableau saisissant de leur malveillance. Les témoins ont raconté à la barre les détails horribles des derniers instants des victimes, et le jury n'a eu aucun doute quant à la culpabilité des accusés. Le procès de Caius Veiovis, le cerveau du triple meurtre du Berkshire, s'est déroulé dans une salle d'audience où régnait une atmosphère d'anticipation. L'accusation a présenté un dossier convaincant, rassemblant méticuleusement les preuves qui scelleraient le sort de Veiovis. Les témoins sont venus à la barre, la voix tremblante, pour raconter les horreurs dont ils ont été témoins. Leurs témoignages ont brossé un tableau saisissant des événements effrayants qui se sont déroulés au cours de cette nuit fatidique d'août 2011. Le jury a écouté attentivement, les yeux fixés sur les accusés, la vérité sur les crimes étant mise à nu. L'accusation a soutenu que Veiovis, ainsi que ses co-accusés Adam Lee Hall et David Chalus, avaient méticuleusement planifié et exécuté l'enlèvement et le meurtre de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell. Le mobile de ces actes odieux est resté dans l'ombre, mais les preuves présentées ne laissent aucun doute sur la culpabilité des accusés. Cependant, Veiovis a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec l'incident. Permettez-moi d'être encore une fois très clair avant de m'asseoir. Ma main n'était pas là, d'accord? Ma main n'était pas là.
Au cours du procès, la défense s'est battue bec et ongles pour mettre en doute les arguments de l'accusation. Elle a mis en doute la crédibilité des témoins, tentant de percer leurs témoignages. Mais le poids des preuves contre Vejović était écrasant, et les efforts de la défense n'ont pas abouti. Le jury, composé de personnes d'horizons divers, a écouté attentivement les arguments présentés par les deux parties. Il a méticuleusement examiné les preuves, prenant en compte chaque détail avant de rendre son verdict. Après 37 heures de délibération, l'heure de vérité a sonné. Coupable. Que cela a été commis avec une préméditation délibérée. Alors, Monsieur le Président, est-ce le verdict du jury? Oui, la réaction de Vejović est une réaction de pure rage. Il s'en prend au jury, sa voix est pleine de venin et il s'écrie « Je vous verrai tous en enfer. Ne l'oubliez pas, chacun d'entre vous, je vous verrai tous en enfer. » C'était une démonstration effrayante de la noirceur qui résidait en lui. « Je vous reverrai tous en enfer, vous vous en souvenez. Chacun d'entre vous, je vous verrai en enfer. » Les familles des victimes, qui ont enduré la douleur et l'angoisse de la perte de leurs proches, ont trouvé un certain réconfort dans le verdict de culpabilité. Le procureur du district du Berkshire, David F. Capeless, a exprimé sa satisfaction, déclarant qu'il n'avait jamais hésité à croire que justice serait rendue. M. Capeless a reconnu l'immense impact du procès sur les familles et les amis de Glasser, Frampton et Chadwell. Il espère que les verdicts de culpabilité permettront de tourner la page, même s'il sait que cela ne suffira jamais à apaiser leur peine. L'avocat de la défense, James G. Reardon Jr., bien que déçu par l'issue du procès, a respecté la décision du jury. Il a exprimé sa confiance dans le système de jury américain, même s'il se prépare à un appel automatique en vertu de la loi de l'État. M. Reardon estime que les preuves indirectes soulèvent d'importantes questions juridiques qui pourraient avoir une incidence sur l'affaire. Lorsque le procès s'est achevé, la communauté a dû faire face aux conséquences des événements choquants qui s'étaient déroulés. Les cicatrices laissées par Vejović et ses complices resteront à jamais gravées dans la mémoire collective de Pittsfield. Les co-accusés de Vejović, Adam Lee Hall et David Chalus, avaient déjà été condamnés dans des procès distincts et purgeaient des peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Le règne de terreur du trio a pris fin, mais l'impact de leurs actions se fera sentir pendant des années. Sa sentence a été fixée et les condamnations pour meurtre sont assorties d'une peine obligatoire de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il s'agit d'un châtiment approprié pour les atrocités qu'il a commises qui garantit qu'il ne sera plus jamais en liberté. Lorsque la salle d'audience s'est vidée, les familles des victimes ont dû recoller les morceaux de leur vie brisée. Les blessures infligées par Vejović et ses complices ne guériront jamais complètement, mais elles pourront enfin se consoler en sachant que justice a été rendue. Rejoignez-nous dans la prochaine partie de cette série pour découvrir les motivations de ces crimes horribles, l'impact sur la communauté et l'héritage laissé par Caius Vejović et ses co-accusés. Préparez-vous à une histoire qui vous laissera songeur sur les profondeurs de la noirceur humaine. Alors que la poussière retombait après le procès de Caius Vejović, la communauté de Pittsfield devait faire face aux conséquences des crimes choquants qui s'étaient déroulés. L'impact des actions de Vejović restera à jamais gravé dans la mémoire collective de la ville, laissant des cicatrices qui ne s'effaceront jamais. Pour les familles et les amis de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, le verdict de culpabilité a apporté un sentiment de clôture doux amer. Bien que justice ait été rendue, la douleur de leur perte ne se dissipera jamais vraiment. Le vide laissé par leurs proches ne pourra jamais être comblé, et le chagrin qu'ils portent sera un fardeau pour toute leur vie. Le procureur du district du Berkshire, David F. Capeless, qui a inlassablement cherché à obtenir justice pour les victimes, a exprimé l'espoir que les verdicts de culpabilité mettraient fin au rappel constant de la tragédie pour les familles. Il a reconnu que, bien que cela ne puisse jamais apaiser leur chagrin, il s'agit d'un pas vers la fermeture. L'impact des crimes commis par Vejović et ses complices s'est étendu bien au-delà du cercle immédiat des familles et des victimes. La communauté tout entière a été ébranlée par le choc provoqué par les détails macabres qui ont été révélés au cours du procès. Pittsfield, qui était autrefois une ville très unie, est désormais en proie à un sentiment de malaise et de méfiance. Prenez place à la Cour supérieure du Québec, où le règne de terreur de Boucher, chef des tristement célèbres Hells Angels, a provoqué une onde de choc dans le monde criminel et au-delà, en dévoilant la vérité choquante sur son implication dans la mort par balle de 2 gardiens de prison. Le chef des Hells Angels a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Dans les rues sordides de Montréal, un jeune homme nommé Maurice Boucher est destiné à l'infamie. Né dans les années 1950, le parcours de Maurice Boucher dans le monde criminel commence dès son plus jeune âge. Adolescent, il trouve du réconfort et un sentiment d'appartenance au sein du célèbre gang de motards, les Hells Angels.
Boucher a rapidement gravi les échelons, faisant preuve d'une nature rusée et impitoyable qui lui a valu le respect et la crainte de ses pairs. Son charisme et ses qualités de leader sont inégalées, ce qui fait de lui un choix naturel pour diriger le chapitre montréalais des Hells Angels. Avec Boucher à leur tête, les Hells Angels deviennent une force avec laquelle il faut compter. Leurs activités criminelles vont du trafic de drogue à l'extorsion, laissant dans leur sillage violence et chaos. L'esprit stratégique de Boucher et sa capacité à naviguer dans le monde perfide du crime organisé l'ont propulsé au sommet de la hiérarchie criminelle. Sous le commandement de Boucher, les Hells Angels étendent leur influence, établissant un bastion dans le monde interlope de Montréal. Leur pouvoir s'étend au-delà des limites de la ville, dans d'autres provinces et même au-delà des frontières internationales. La main de fer de Boucher sur le gang de motards lui permet d'amasser des richesses et de contrôler diverses entreprises criminelles. Mais l'argent et le pouvoir ne sont pas les seuls moteurs de Boucher. Il a une réputation à défendre, et il le fait avec une férocité qui sème la terreur dans le cœur de ses ennemis. La nature violente de Boucher et sa volonté de recourir à des mesures extrêmes lui ont valu un surnom redoutable, le parrain des Hells Angels du Québec. Le parrain régnait d'une main de fer, exigeant de ses subordonnés une loyauté et une obéissance sans faille. Ceux qui osaient le contrarier subissaient des conséquences rapides et brutales. Le règne de terreur de Boucher a été marqué par une série de crimes retentissants, tous plus audacieux les uns que les autres. À la fin des années 80 et dans les années 90, un autre club de motards, les Rock Machines, a rivalisé avec les Hells Angels pour le contrôle du trafic de stupéfiants au Québec. La guerre des motards du Québec a vu les Rock Machines s'allier à de nombreuses autres organisations pour affronter les Hells Angels. Au cours de cette guerre intense entre les Hells Angels et les Rock Machines, Boucher a ordonné les meurtres de 2 agents correctionnels du Québec, Diane Lavigne et Pierre Rondeau. Tout cela est le fruit d'un plan élaboré par Boucher, qui souhaitait que les crimes commis par les motards soient si graves que les procureurs ne veuillent pas conclure d'entente pour transformer les motards en informateurs. Les crimes commis par Maurice Boucher et ses acolytes des Hells Angels ont provoqué une onde de choc dans tout le pays, entraînant une quête incessante de justice. Les autorités sont déterminées à faire tomber l'homme qui terrorise les rues de Montréal depuis trop longtemps. En 1998, un jury a acquitté Boucher d'avoir commandité ces meurtres. Il a gagné le premier tour. Le jury du premier procès de Boucher l'a déclaré non coupable. Célébration assurée. Le rire ne durera pas. Il a ensuite été suivi de près par la police. En 2000, une cour d'appel a annulé l'acquittement précédent et il a été à nouveau arrêté. En mai 2002, il a été reconnu coupable des meurtres commis avec l'aide d'un informateur de la police. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulent et que le dossier contre Boucher se renforce, le décor est planté pour un procès qui va captiver la nation. Les crimes et la condamnation de Maurice Boucher deviendront un symbole de la lutte contre le crime organisé, une bataille entre le bien et le mal qui mettra à l'épreuve les limites du système judiciaire. La procureure de la Couronne, chargée de poursuivre Boucher, France Charbonneau, a déclaré qu'elle recevait régulièrement des menaces de mort, ce qui montre à quel point Boucher était influent. La nation est restée sous le choc lorsque les détails de ce crime odieux ont été révélés. La brutalité et l'insensibilité de l'acte ont envoyé un message glaçant à tous ceux qui ont osé s'opposer à Boucher et à son empire des Hells Angels. Les autorités n'ont pas tardé à lancer une enquête approfondie, déterminées à traduire les responsables en justice. Les preuves contre Boucher et ses associés sont accablantes et le dossier se renforce de jour en jour. À l'approche du procès, la nation retient son souffle, impatiente de voir la justice rendue. La salle d'audience devient un véritable champ de bataille, l'accusation présentant une montagne de preuves contre Boucher et ses co-conspirateurs. Les preuves accablantes contre Boucher se sont avérées trop importantes pour être surmontées. Le jury, confronté au poids des crimes commis, rend un verdict qui changera à jamais le cours de la vie de Boucher. Le témoin clé de l'accusation est Stéphane Gagné, surnommé Godasse, qui est impliqué dans les 2 meurtres. Il a déclaré que Boucher lui avait ordonné de commettre les meurtres et qu'il avait été félicité par la suite par Boucher lui-même. Un autre de ses hommes de main, Serge Boutin, conclut un accord avec la Couronne en plaidant coupable d'homicide involontaire et en purgeant une peine de 7 ans d'emprisonnement en échange de son témoignage contre Boucher. Maurice Boucher est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont les meurtres des gardiens de prison. La salle d'audience a éclaté en applaudissements, alors que justice était enfin rendue, et la nation a poussé un soupir de soulagement collectif. La phase de détermination de la peine a été tout aussi intense, l'accusation cherchant à infliger la peine la plus sévère à Boucher et à ses complices. Le juge, chargé de déterminer leur sort, a écouté les arguments passionnés des 2 parties. En fin de compte, le juge a prononcé une peine qui reflétait la gravité des crimes commis. Boucher et ses complices devront passer le reste de leur vie derrière les barreaux,
afin de s'assurer qu'ils ne représenteront plus jamais une menace pour la société. Après 11 jours de délibération du jury, Boucher a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de tentative de meurtre et de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré le 5 mai 2002. Boucher n'a manifesté aucune émotion à l'annonce du verdict. Il a été condamné automatiquement à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 26 ans. Les crimes et la condamnation de Maurice Boucher ont marqué un tournant dans la lutte contre le crime organisé. Il s'agit d'une victoire pour les forces de l'ordre et d'un témoignage de la résilience du système judiciaire. Cependant, la condamnation de Maurice Boucher a eu un impact profond sur la perception des Hells Angels et du crime organisé dans son ensemble. Le public, autrefois fasciné par la mystique et l'attrait du gang de motards, les voit désormais pour ce qu'ils sont vraiment, une organisation criminelle impitoyable. Il passerait le reste de ses jours en prison, mais il est toujours lié au crime organisé et continue de commanditer des meurtres. En 2018, il a écopé de 10 ans supplémentaires à sa condamnation à perpétuité. Les médias ont joué un rôle crucial dans l'élaboration de ce récit, en exposant les dessous sombres des Hells Angels et en faisant la lumière sur leurs activités criminelles. Les documentaires, les reportages et le journalisme d'investigation ont mis la vérité au premier plan, ne laissant aucune place aux notions romancées de motards hors la loi. L'impact de la condamnation de Boucher s'est étendu au-delà des Hells Angels eux-mêmes. Elle a servi de signal d'alarme pour les services répressifs de tout le pays, les incitant à réévaluer leurs stratégies et tactiques dans la lutte contre le crime organisé. Des groupes de travail ont été constitués, chargés de démanteler les organisations criminelles et de perturber leurs opérations. La lutte contre les Hells Angels est devenue une priorité absolue. Des ressources et des effectifs ont été affectés à l'élimination de ceux qui cherchaient à combler le vide laissé par Boucher. L'héritage de Maurice Boucher et des Hells Angels continue de façonner le paysage criminel à ce jour. Bien que le gang ait connu des revers et des conflits internes, sa présence et son influence ne peuvent être sous-estimées. L'histoire de Maurice Boucher est une mise en garde, un rappel des dangers posés par le crime organisé et la quête incessante du pouvoir. C'est une histoire de violence, de cupidité et des conséquences qu'entraîne le franchissement de la ligne de démarcation. Selon certains rapports, tout au long de son incarcération, Boucher a vivement souhaité se venger de ses anciens hors la loi, qu'il considère comme l'ayant trahi s'il était un jour libéré. D'autres révélations font état d'un diagnostic de cancer et de longues périodes d'isolement. Le 10 juillet 2022, la presse rapporte que Boucher est décédé à l'âge de 69 ans, alors qu'il recevait des soins palliatifs pour un cancer de la gorge. Nous nous rendons à Berlin, en Allemagne, pour la condamnation du chef des Hells Angels de Berlin, Kadir Padir, et de plusieurs autres personnes. Nous explorerons les crimes effrayants et la condamnation de Kadir Padir, un membre éminent du célèbre gang de motards des Hells Angels, qui a été accusé de meurtre en commun et d'incitation au meurtre. Cette histoire de violence et de justice vous laissera pantois, car nous découvrirons les détails choquants entourant le meurtre de Tahir Özbek, 26 ans. De l'exécution calculée à l'absence de remords affichée par Padir et les autres membres du gang, cette histoire vous donnera des frissons. Dans les bas-fonds de la criminalité berlinoise, un nom fait trembler les forces de l'ordre et les gangs rivaux, Kadir Padir. Né dans un monde de violence et de chaos, le parcours de Padir dans le sombre royaume du crime organisé a commencé dès son plus jeune âge. Ayant grandi dans un quartier difficile, Padir a été exposé aux dures réalités de la vie dès le début. Avec des opportunités limitées et un manque de modèles positifs, il a trouvé du réconfort et un sentiment d'appartenance au sein du gang de motards des Hells Angels. C'est là que le véritable potentiel de violence et d'impitoyabilité de Padir a commencé à se manifester. Les Hells Angels, connus pour leur loyauté farouche et leurs activités criminelles, ont fourni à Padir le terrain idéal pour ses ambitions criminelles. Il a rapidement gravi les échelons, gagnant le respect et l'admiration des autres membres du gang. Avec sa stature imposante et sa réputation de brutalité, Padir est devenu une force avec laquelle il faut compter. Au fur et à mesure que son influence au sein du gang grandissait, il s'impliquait dans diverses entreprises criminelles. Du trafic de drogue à l'extorsion, l'empire criminel de Padir s'est étendu, laissant dans son sillage une traînée de destruction. Les Hells Angels lui procurent un sentiment de puissance et de contrôle qu'il n'avait jamais connu auparavant. Mais ce ne sont pas seulement les activités criminelles de Padir qui le distinguent des autres. Il possédait une intelligence rusée et un don pour la manipulation qui faisait de lui un chef redoutable. Il savait exploiter les faiblesses des autres et utiliser la peur comme un outil pour maintenir sa domination au sein du gang. Avec sa montée en puissance, Padir est devenu un symbole de peur et d'autorité au sein des Hells Angels. Son seul nom suffit à semer la terreur dans le cœur de ceux qui osent l'affronter. Mais les membres de son gang ne sont pas les seuls à subir les foudres de Padir.
des civils innocents, pris entre deux feux par les activités criminelles des Hells Angels, ont également souffert de ses mains. Padir n'a montré aucun remords pour les dommages collatéraux causés par ses actions, les considérant comme un sacrifice nécessaire pour le plus grand bien du gang. Cependant, la chance de Padir finira par tourner. Le meurtre de Tahir Özbek s'est avéré être le tournant de sa carrière criminelle. La nature effrontée et calculée du crime a attiré l'attention de la police et du public, ce qui a conduit à un procès très médiatisé qui a révélé la véritable ampleur des crimes de Padir. Dans les salles d'audience de Berlin, les juges tentent à plusieurs reprises de faire taire les criminels qui ne cessent de sourire et de rire, comme des élèves qui ont des problèmes de comportement. Le meurtre de Tahir Özbek a provoqué une onde de choc dans la ville de Berlin, laissant ses habitants dans un état de peur et d'incrédulité. La brutalité du crime, qui rappelle une exécution de sang-froid, ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un acte de violence prémédité. Au cours du procès, les preuves présentées ont permis de dresser un tableau effrayant des événements qui se sont déroulés en ce jour tragique. Le jour du meurtre, Tahir Özbek, un homme de 26 ans qui avait toute la vie devant lui, est entré dans la boutique de Paris en espérant jouer aux cartes avec ses amis. Ce soir-là, il a laissé chez lui son gilet de protection, qu'il porte habituellement lorsqu'il sort. Mais il a sur lui son pistolet Zastava de 7,65 mm, comme il en a l'habitude depuis qu'il a entendu dire que les Hells Angels essayaient de le tuer. Les caméras de sécurité ont filmé chaque moment glaçant, fournissant un enregistrement obsédant du crime qui était sur le point de se produire. En l'espace de quelques secondes, la tranquillité de la boutique de Paris est brisée par des coups de feu. Kadir Padir et ses complices ont déchaîné une pluie de balles, tirant au total 8 coups de feu sur Tahir Özbek. La rapidité et la précision de l'attaque ne laissent aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un acte de violence soigneusement planifié et exécuté. Les images des caméras de sécurité présentées au cours du procès sont tout simplement terrifiantes. Elles montrent Tahir Özbek, qui n'a pas eu le temps de dégainer son arme lorsque l'agresseur s'est présenté à sa table. Tout se passe très vite. Le tireur vêtu de noir tire 8 balles en seulement 5 secondes, dont 6 atteignent Özbek dans la partie supérieure du corps. La brutalité de l'attaque est évidente lorsqu'il tombe au sol, sans vie. L'insensibilité et l'absence de remords dont ont fait preuve Padir et les autres membres de son gang sont vraiment troublantes. Mais les détails choquants du crime ne s'arrêtent pas là. Après le meurtre, au lieu de s'enfuir, Padir et ses complices ont calmement quitté la boutique de Paris et se sont rendus dans un restaurant de hamburgers voisin pour y prendre un repas. Leur effronterie et leur mépris total de la vie humaine dépassent l'entendement. Les rapports ont montré que le meurtre pouvait être une querelle personnelle ou une lutte pour un territoire. Les enquêteurs ont expliqué qu'il y avait un mélange de querelles personnelles et de conflits territoriaux. Les preuves présentées au cours du procès n'ont laissé aucun doute quant à la culpabilité de Kadir Padir et de ses collègues des Hells Angels. Les témoins ont fait état de la nature calculée et impitoyable de l'attaque, en fournissant des récits effrayants des événements qui se sont déroulés ce jour fatidique. Les images des caméras de sécurité ont constitué une preuve indéniable de leur implication dans le meurtre. La défense a tenté de faire valoir qu'il n'y avait aucune preuve concrète reliant Padir au crime, mais les preuves accablantes contre lui ont prouvé le contraire. Apparemment, les enquêteurs ont également indiqué que les fonctionnaires de police étaient au courant du meurtre planifié par les Hells Angels, mais qu'ils n'ont pas donné suite à l'information. Puisque nous avons vu dans cette affaire que de nombreux officiers de police étaient au courant du projet d'assassinat et n'ont absolument rien fait pour protéger la victime. L'accusation a minutieusement présenté les faits, laissant la salle d'audience dans un silence stupéfiant. Le jury, confronté à l'indéniable vérité, n'a eu d'autre choix que de rendre un verdict reflétant la gravité du crime. Alors que le procès atteignait son apogée, la tension dans la salle d'audience était palpable. Les familles et les amis de Tahir Özbek, qui attendaient désespérément que justice soit faite, retenèrent leur souffle pendant que le juge rendait son verdict. Kadir Padir et ses collègues des Hells Angels ont été reconnus coupables du meurtre, et le juge a prononcé une peine qui reflétait la nature odieuse de leur crime. Les accusés ont ensuite été condamnés à 7 peines de prison à vie pour le meurtre de la victime, y compris le chef des Hells Angels, Kadir Padir, qui a également été inculpé d'incitation au meurtre. Padir a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui garantit qu'il ne pourra plus jamais marcher dans les rues en tant qu'homme libre. Ses complices ont également été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement, ce qui leur a rappelé que les conséquences de leurs actes se feraient sentir pendant des années. La condamnation a permis à la famille et aux amis de Tahir Özbek de tourner la page, mais elle a également rappelé de manière brutale les dangers que représente le crime organisé. Le procès a révélé la véritable ampleur des activités criminelles de Padir et l'impact dévastateur qu'elles ont eu sur la vie de son entourage. Le procès de Kadir Padir et de ses collègues des Hells Angels est peut-être terminé,
Mais l'impact de leurs crimes a continué à se faire sentir dans toute la communauté. Les détails choquants qui ont été révélés au cours du procès ont mis en lumière les dessous sombres du crime organisé et ont servi de signal d'alarme pour la société. La condamnation de Kadir Padir à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle a apporté un sentiment de justice à la famille et aux amis de Tahir Özbek. Il s'agit d'une petite victoire face à une perte inimaginable. Cependant, les cicatrices laissées par le règne de terreur de Padir ne seront jamais complètement refermées. Le procès a eu un impact profond sur la communauté, l'obligeant à faire face à la réalité du crime organisé et aux conséquences dévastatrices qu'il peut avoir. Il a rappelé brutalement que personne n'est à l'abri de l'emprise des organisations criminelles et que la lutte contre celles-ci doit être implacable. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salle d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.